On ne sait pas. Bonsoir. Si je demande la parole aujourd'hui, c'est que ça peut vous étonner de la part d'un élu majoritaire, c'est que malgré plusieurs discussions avec M. le maire, nous sommes restés sur probablement une incompréhension mutuelle. Donc si je demande la parole aujourd'hui, c'est que j'ai un problème pour voter le budget tel que présenté. En effet, compte tenu de la méthode utilisée pour voter le budget, de la reprise anticipée des résultats et de l'exigence d'équilibre du budget, celui-ci, s'il reste un engagement de dépense, n'a plus beaucoup de sens prévisionnel, car il utilise toutes les réserves pour équilibrer le budget. Autrement dit, si on réalise le budget tel quel, il ne resterait pas grand-chose. Et d'ailleurs, on pourrait me répondre que ça pourrait être le cas et que les budgets et que les réalisations ont été correctes. Ce sera le cas du CA 2021, qui est correct dans la mesure où on maintient les excédents de fonctionnement, autrement dit, on couvre toutes nos dépenses, aussi bien de fonctionnement et d'investissement, par nos recettes diverses et variées. Même si on a quand même bénéficié d'un élément favorable avec un marché immobilier relativement flamboyant. Donc je suppose que ce budget ne représente pas l'objectif à atteindre. Mais alors sur quoi vote-t-on? C'est là que j'ai un problème, parce que quel sera le résultat prévisionnel à fin d'année s'il n'est pas conforme à ce budget et qu'il sera nouveau? Je n'ai pas pu avoir de réponse à cette question. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'objectif et que nous partons du pire, qui n'est pas forcément acceptable, et ensuite nous ferons mieux parce que des recettes non certaines ne vont pas être mises dans le budget, et c'est normal, subventions non notifiées par exemple, ou que les recettes de fonctionnement ont été minorées, ce dont je ne suis pas forcément sûr. Donc, ce qui me gêne, c'est que je n'ai aucune vision à fin d'année. Aucune vision également à moyen terme, parce que le résultat réel de fin d'année affectera les budgets des années suivantes. Mais comme il n'y a toujours pas de PPI, on ne peut pas faire de budget sur des choses qui n'existent. Sauf que il nous est demandé de voter le budget tel que présenté, normal, qui est une autorisation de dépenses, et ces dépenses sont en augmentation de plus de 10% par rapport au réalisé 2021. Qui se décompose en 16,5% d'augmentation pour les dépenses à caractère général et 5,4% pour la masse salariale. Alors 16,4% sur les dépenses à caractère général, je me croyais revenu dans les années 1980 avec une inflation à 14-15%. Mais aujourd'hui, alors même si l'inflation va probablement être relativement significative, aujourd'hui on parle de 4,5%. On terminera peut-être à 5 ou 6%, c'est possible, mais probablement pas à 16%. Alors, sur ces bases-là, j'ai quand même essayé de regarder ce que pourrait être le résultat à fin d'année, enfin le résultat, la capacité d'autofinancement à fin d'année. Dans le meilleur des cas, si le marché immobilier se maintient au niveau de 2021, nous pouvons estimer avoir des recettes de fonctionnement qui progressent d'environ 2%, compte tenu également de l'augmentation des bases. Alors que dans le même temps, les dépenses de fonctionnement augmenteront d'au moins 5 à 6%, si ce n'est les 10% prévus dans le budget. Donc vous voyez qu'on a des recettes de fonctionnement qui peuvent, dans le meilleur des cas, augmenter de 2%, et des dépenses qui augmenteraient entre 5 et 10%, ce qui fait un écart qui va se traduire immédiatement dans la capacité d'autofinancement. C'est mathématique. Et donc, même dans le meilleur des cas, on est de baisse de capacité d'autofinancement pour 2022. Alors que nous prenons le risque de diminuer notre capacité d'autofinancement sur les années à venir également, alors que les investissements promis vont arriver sur 2023, 2024, 2025. Sur 2022, on a des études de faisabilité essentiellement. Les travaux vont arriver sur 2023, 2024, 2025. Cette situation est difficilement obtenable, car au bout de 3 ans, nous n'aurons plus aucune capacité d'autofinancement.
pour réaliser les investissements prévus. Et nous serons donc entraînés dans une spirale de très forte augmentation d'endettement et de hausse, éventuellement, de hausse des taxes pour y faire face. Ça me rappelle un petit peu le budget annexe de l'eau de la communauté d'Aglo, où les capacités d'autofinancement sont quasiment nulles, et on a un endettement maintenant qui est aux limites acceptables, et il faut prendre des mesures drastiques pour revenir à une situation correcte. C'est maintenant qu'il faut faire les efforts, ce ne sera pas lorsque l'on sera au pied du mur. Alors, des actions fortes sur les dépenses de cette entreprise, lorsque l'on voit 16,5%, alors je n'ai pas rajouté les dépenses exceptionnelles qui montraient alors les dépenses de fonctionnement général à plus de 20%. Lorsque l'on voit ces chiffres-là, normalement, ça devrait être un branle-bas de combat pour mettre en place une task force, je ne devrais pas dire task force, je veux dire groupe de travail, ça fait plaisir entre nous, pour identifier les gisements d'économie dans tous les services pour revenir à des situations plus acceptables, car pour moi, plus de 10% d'augmentation des dépenses sur une année, compte tenu de nos recettes qui sont malgré tout limitées, c'est difficilement acceptable. Alors, des actions fortes sur les dépenses de cette entreprise, je ne les ai pas eues, sinon une bonne volonté, c'est certain, avec des objectifs clairement identifiés, par exemple sur les achats, par exemple sur les économies d'énergie. On a fait des montages pour normalement économiser de l'énergie dans les écoles en début d'année dernière. Quel est l'impact? Moi, je n'ai jamais vu le résultat de l'impact, si bien est là. Sans parler de la masse salariale qui également doit être contenue, je ne peux pas parler réduite, mais contenue le plus possible. Autant de mesures fortes qui peuvent générer à terme des économies pérennes permettant de dégager des excellents fonctionnements. C'est peut-être déjà plus tard, en tous les cas, plus on attend, plus ce sera difficile. Aujourd'hui, on nous demande de valider un budget qui probablement ne se réalisera pas tel quel, moi j'espère, sans nous donner une perspective de ce qui pourrait être la situation fin 2022 et sans nous préciser les actions fortes qui permettraient de maintenir nos capacités d'autofinancement pour les années futures. Nos réserves nous permettent de passer 2022, je n'ai aucun doute là-dessus, peut-être 2023, au-delà, ça risque d'être difficile. Je ne voterai donc pas le budget tel qu'il est proposé. Par contre, je voudrais saisir l'occasion pour remercier Mme Tassi et son équipe pour le travail remarquable qu'elles font dans un environnement difficile. Mais je suis obligé de noter que de plus en plus, les orientations budgétaires retenues amènent à être en contradiction à terme avec nos engagements de campagne qui étaient, je le rappelle, de ne pas augmenter les taux, de ne pas alourdir la dette. Termes qui sont indiqués dans ce bulletin, page 2, et qui sont signés d'ailleurs par Michel Sang et moi-même. Donc je ne peux cautionner cette politique qui n'était pas celle, en tous les cas, à mon avis, qui n'était pas celle qui avait été proposée aux précédents, et qui entraînera un réveil douloureux quand il deviendra rapidement impossible de réaliser les investissements prévus, sauf à multiplier la dette par 2 ou 3. J'en tire bien entendu les conséquences quant à mon appartenance à la majorité municipale, en rejoignant dès demain les groupes minoritaires. Et ce n'est pas impressionnant. Merci. Merci. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre. J'aurais peut-être dû noter au fur et à mesure. D'abord, sur l'excédent. Tu reproches la reprise de l'excédent. Alors, à l'aglo, si, c'est une méthode. Oui, une méthode, mais alors, si tu veux, l'autre méthode qui a été utilisée à l'aglo et pour laquelle tu as voté le budget était pas de reprise de l'excédent, mais un emprunt beaucoup plus élevé que celui qui aura lieu, avec un budget supplémentaire lorsque le compte administratif sera fait, et à ce moment-là, diminution de l'emprunt. Je ne vois pas en quoi cela amène plus de clarté. Parce que c'est ce que j'ai dit. Non, je ne conteste pas le fait de reprendre une reprise anticipée des résultats. Je dis que cette méthode ne nous permet pas d'avoir une vision claire d'un prévisionnel en fin d'année, qui peut être donné par ailleurs. Alors, je te signale qu'il y a quand même
une projection qui a été faite dans le débat, dans le rapport d'orientation budgétaire. Regarde, ça doit être à la dernière page ou l'avant-dernière page de mémoire, la marge, la capacité d'autofinancement brut. On la prévoit à un peu plus de 800 000 euros, alors qu'elle était à un peu plus de 820 maintenant. Alors, ce n'est pas exact de dire qu'on ne sait pas où on va, qu'il n'y a aucune prévision. Ensuite, tu parles d'une augmentation vertigineuse de 16%. Mais il serait plutôt intéressant de regarder les augmentations chapitre par chapitre, parce que c'est facile. On augmente considérablement le virement du fonctionnement vers l'investissement, qui est un gros effort, mais si tu le comptes dans l'augmentation, ensuite, mais je développerai, si j'ai des questions, les charges à caractère général qui n'augmentent pas de 16%, les salaires, la masse salariale qui n'augmente pas de 16%. Alors, c'est une présentation un peu biaisée. Ensuite, tu regrettes qu'il n'y ait pas de PPI. Donc, je traduis, plan pluriannuel d'investissement. J'ai bien expliqué le 3 mars que le plan pluriannuel d'investissement sera automatiquement donné, puisque nous signerons avant le 4 janvier 2023 la convention d'objectifs pour Petite Ville de demain, qui comprendra les principales dépenses, à savoir Marius Marie, l'espace Mistral, réhabilitation de la place de Gaulle, l'opération de rénovation du centre ancien, et j'en oublie une, et l'église. Voilà. Donc oui, effectivement, maintenant je ne suis pas capable, nous ne sommes pas capables de donner ces perspectives-là. Nous les donnerons au plus tard le 4 janvier 2023. Maintenant, lorsque tu parles de nos engagements de campagne, ces engagements de campagne étaient de ne pas augmenter les taux d'imposition et de maîtriser la dette. Non, j'ai le papier. Alors, ça n'a aucun sens de vouloir garder la dette en l'état où elle est. Et je te signale que on a la chance d'avoir une conjoncture favorable, mais on ne peut pas avoir que de la malchance. On a des emprunts qui étaient à des taux élevés qui tombent régulièrement. Les taux actuels sont relativement bas et sans augmenter les impôts, les taux d'imposition, en gardant le niveau de remboursement de 2019, on sera capable d'emprunter et d'engager nos programmes Petite Ville de demain. Donc je pense que là, tu joues les Cassandres et qu'on n'est pas du tout dans la position que tu décris, et je le prouverai. Je lis simplement ce qui est marqué là-dedans, c'est-à-dire ne pas augmenter les taux municipaux et atteindre trois objectifs: ne pas augmenter les taux municipaux des impôts locaux, ne pas alourdir la dette. On l'a écrit, je suis désolé, on l'a écrit, on s'est engagé. Alors, pour moi, ne pas alourdir la dette, ça veut dire ne pas alourdir ce qu'on a trouvé en nos capacités de remboursement. Je veux dire, maintenir le niveau de la dette serait de dire le Bossé est une belle endormie, allons-y, continuons. Non, il y a besoin d'emprunter. On voit qu'on a une situation qui
qui est très favorable, qu'on a amélioré depuis 2019, et on doit en profiter parce qu'on a besoin de développer le Bossé et pas de rendre à la fin une copie avec un Bossé endormi. Et effectivement, on n'a plus que 3 millions d'emprunts. Et alors, si on est capable, sans augmenter les taux d'imposition, de mener cette politique, alors nous la mènerons. Et je peux te dire que les premières projections nous permettraient, d'ici la fin de la mandature, d'emprunter 5 millions supplémentaires pour nous retrouver avec des annuités de remboursement équivalentes à 2019. Et sachant que, Madame Boussalat faisait remarquer, il y a l'augmentation du coût de la vie, etc. Voilà, donc je regrette infiniment ta décision, et je voudrais te dire la chose suivante, c'est que je savais que tu allais faire cette déclaration, donc je suis partagé entre le regret et la déception. Alors le regret, parce que je n'oublie pas ton implication au sujet du SPANC, pour lequel tu as travaillé sans relâche, et avec les résultats, les magnifiques résultats qu'on a obtenus. Alors, déception de n'avoir pas pu te convaincre du bien fondé de nos budgets. Depuis bientôt 2 ans, alors je ne vais pas tout redétailler, j'ai fait 3 propositions, et j'ai tenu compte de 5 propositions de ta part pour aborder les questions budgétaires. Nous avons organisé une formation avec le cabinet Grant Thornton, spécialiste des finances publiques et privées, durant lequel tu as eu l'occasion de poser toutes ces questions. Le cabinet a d'ailleurs validé notre façon de travailler. Enfin, dans un souci de clarté et de transparence, j'ai demandé un audit à la Chambre régionale des comptes. Les magistrats sont en train d'effectuer un travail minutieux dans tous nos services. Ils nous ont même demandé les professions et les entreprises éventuellement détenues par les conseillers municipaux et leurs proches de la mandature actuelle et de la mandature précédente pour les croiser avec le service des marchés. C'est dire le sérieux de leur travail, et je regrette que tu n'attendes pas leurs résultats pour prendre ta décision. Ceci dit, je publierai bien sûr l'intégralité des conclusions de la Chambre régionale des comptes, ce que n'avait pas fait la municipalité précédente avec le rapport du Trésor. Je finirai en te remerciant de prendre tes responsabilités lorsque tu m'as écrit que tu quitteras le groupe majoritaire dès demain, donc le 1er avril, et tu nous as dit que c'était vrai. Et je formule le vœu que nous nous retrouverons sur les projets d'intérêt général pour les Bossétans. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Michel Salle.